Bon, ben, j'espère que tout le monde est prêt pour le prochain talk. Je fais une petite description du conférencier qu'on accueille aujourd'hui. Il s'appelle Emilio Gonzalez. Il travaille dans le Blue Team d'une grande organisation canadienne. Il aime participer à des CTF et créer des défis pour introduire les gens à des aspects défensifs de la cybersécurité. Il co-organise le Moréac, un atelier de CTF mensuel à Montréal. Vous le croiserez en ville, se promenant en trottinette électrique. Rêvant d'un monde plus résilient où la voiture n'est pas une nécessité pour les déplacements quotidiens. Je te lève mon chapeau. Et dans le fond, pour le talk sur automatiser la cyberdéfense, feuille de route pour bien s'en sortir, je vous demande d'accueillir Emilio Gonzalez. Salut tout le monde. Je viens de réaliser que j'avais pas prévu d'utiliser mon pointeur de la main droite. Ça se peut que ce soit un peu awkward. Fait que je me suis déjà fait présenter. On ne passera pas plus de temps là-dessus. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation. Plus spécifiquement d'un SOAR, donc un outil spécifique pour faire de l'automatisation dans des centres d'opération de sécurité, un SOC. Un petit contexte avant qu'on démarre la présentation, juste pour vous situer un peu dans quel genre d'entreprise que je travaille pour un peu contextualiser, parce que l'expérience de tout le monde ne sera pas équivalente quand on va travailler avec un SOAR, quand on va essayer d'automatiser des choses dans un centre d'opération de sécurité. Donc, on est quand même dans une grosse entreprise, là, environ 50 000 employés, donc on a vraiment beaucoup de machines. Plus de 70 000, beaucoup de PC Windows, un peu de Mac, un peu de Linux, niveau des serveurs on-premise, aussi dans le cloud. On a un EDR installé sur la grosse majorité de nos machines et un proxy web avec l'inspection TLS qui envoie plein de journaux dans notre IAM. Au niveau de notre SOC, on a quand même un très gros SOC par rapport à la moyenne. On a plus de 20 personnes qui vont faire soit de l'analyse, soit du threat hunting, du detection engineering, etc. Et on a un grand réseau hétérogène parce que ça fait très longtemps qu'on le maintient. Donc, pour commencer, pourquoi on voudrait automatiser? Il y a deux grandes raisons. Un, focus plus sur les humains qui vont travailler dans le SOC. Donc, pour être plus productif et plus stimulé. Donc, l'idée derrière l'automatisation, c'est de rendre automatique certaines tâches qui sont manuelles. Donc, si chaque tâche... excusez, on va prendre un peu d'eau. Donc, si on automatise des tâches, bien, pour chaque humain qui travaille dans le SOC, pour chaque heure de travail donnée, bien, il va donner un plus grand output. Et habituellement, les tâches qu'on va automatiser, c'est des tâches qui sont un peu plus manuelles, un peu plus répétitives, un peu plus plates. Donc, si on est capable d'automatiser ces tâches plates-là, bien, dans son travail, un analyste qui va travailler dans un SOC va habituellement être un peu plus stimulé. La job qu'il va faire sera moins répétitive et il va un peu plus utiliser son cerveau. Et habituellement, les gens préfèrent ça. Donc, au niveau du SOC, en général et de l'entreprise, bien, ça permet de réduire les erreurs. Donc, si on automatise quelque chose qui est répétitif, bien, si c'est tout le temps un humain qui le fait, bien, il y a des bonnes chances qu'il finisse éventuellement par faire une erreur. Si on l'automatise correctement, bien, ces erreurs-là vont être réduites. Et habituellement, pour les mêmes inputs, pour la même automatisation, ça va toujours donner la même chose, donc une réduction des erreurs. Ça augmente l'efficience des opérations et donc le prochain point est un peu lié. Si on est plus efficient dans le SOC, de la façon qu'on travaille, bien, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut soit décider de réduire les coûts d'opération ou d'augmenter nos capacités de détection. J'imagine que pour la majorité des gens en défense, si vous êtes plus efficient, vous allez vouloir décider d'augmenter vos capacités de détection. C'est habituellement la bonne chose à faire, mais ce n'est pas tout le temps nous autres qui décident. Donc, c'est quoi un SOAR? C'est un acronyme qui veut dire Security Orchestration, Automation and Response. En gros, c'est un outil qui va permettre d'orchestrer et d'automatiser des tâches entre lui-même et plusieurs autres outils. J'ai montré quelques logos de SOAR. Il y en a vraiment plus que ça. Dans le fond, nous autres, on utilise le SOAR d'IBM, qui est
le petit shield ici, le QRadar SOAR qui était avant connu sous le nom de Resilient. Donc, je vais donner beaucoup d'exemples de genre d'automatisation qu'on a faites avec ce SOAR-là. Cela dit, ces exemples-là sont habituellement transférables dans beaucoup d'autres SOAR. Peu importe c'est quoi la plateforme, il y a des concepts habituellement similaires de SOAR en SOAR. Petit mot par rapport au SOAR avec billetterie. Donc, ce n'est pas toutes les SOAR qui ont des capacités de billetterie. Quand je dis billetterie, c'est vraiment les capacités de créer des incidents et que ces incidents-là puissent être suivis. Donc, un analyste peut, par exemple, se l'assigner, le transférer à quelqu'un d'autre, le fermer, écrire une conclusion ou écrire une analyse. Et cet incident-là peut également avoir des contextualisations spécifiques et des données spécifiques à cet incident-là. Donc, il faut que ce soit quand même un peu pensé pour dans cette optique-là pour qu'on considère que ce soit une billetterie. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que pas toutes les sources sont des billetteries. J'ai donné l'exemple ici de Microsoft Sentinel. Techniquement, si vous connaissez un peu l'environnement Microsoft, Microsoft Sentinel a ce qu'on appelle des playbooks et ça fait de l'orchestration, ça peut automatiser de la réponse, ça peut faire des automatisations. Cela dit, Microsoft Sentinel n'est pas une billetterie, ça n'a pas été pensé comme une billetterie. Donc, ce que tu peux faire en termes d'automatisation, c'est vraiment plus limité que si ton SOAR avait une billetterie. Il faut vraiment que tu t'intègres bien avec une autre billetterie et même là, parfois, c'est plus difficile. Donc, on va parler de 3 types d'automatisation aujourd'hui, puis ils sont dans un ordre bien précis, puis c'est voulu. Le premier, c'est la contextualisation. Donc, c'est, en gros, simplement ajouter de l'information utile et pertinente à l'alerte à investiguer, puis la présenter à l'analyste. C'est très simple comme description, mais c'est vraiment la partie la plus importante d'un SOAR. Il faut tout le temps commencer par ce type d'automatisation-là, puis ça va être très clair plus tard. Pourquoi? Donc, par exemple, à quoi ça pourrait ressembler une contextualisation simple? Ça, c'est petit, on va zoomer un peu tantôt. C'est un exemple d'une contextualisation qu'on a faite sur une alerte EDR. Donc, par exemple, l'antivirus trigger parce que quelqu'un a téléchargé un binaire louche qui contient du adware. Quand l'analyste rentre sur ce biais-là, c'est important qu'il y ait un peu de contexte pour qu'il comprenne rapidement pourquoi l'alerte a levé et c'est quoi les informations importantes qu'il va devoir investiguer. Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est mettre une description spécifique et relativement courte qui montre pourquoi l'alerte a levé. Donc, ça, c'est de l'information qui est récupérée directement de l'API de notre EDR. Donc, quand l'alerte lève, on a un identifiant qui permet d'identifier c'est quoi l'alerte. On va récupérer les détails et on va les montrer très brièvement pour dire c'est quoi la description de pourquoi ça l'a levé. Donc, process tree contains indication of a phishing attack et ça parle de c'est quoi le processus qui a levé la détection. Donc, ici, on voit que c'est Excel.exe. Ensuite, pour mettre un peu plus d'informations pertinentes, on va le mettre dans une table comme ça. On peut voir des informations comme c'est quoi le username de la machine, le hostname, le filename, etc. et d'autres informations. Et en bas ici, on voit on a une URL si l'analyste veut aller investiguer plus loin. Donc, au lieu d'aller directement sur la console, ensuite rechercher le nom de la machine, trouver l'alerte, là, tu peux cliquer directement sur le lien puis ça va t'amener directement sur l'alerte. Le but de la contextualisation, quand tu le présentes à l'analyste, il y en a plusieurs, mais c'est de sauver du temps puis de s'assurer que l'alerte, que les informations pertinentes soient relevées. Donc, petite pause sur la présentation des données. Donc, l'objectif principal, c'est vraiment que les informations pertinentes soient identifiées par l'analyste. On veut que quand on montre de l'information à l'analyste qui va checker le billet, on veut que les informations qui sont pertinentes à l'alerte soient montrées. Là, il y a un peu 2 réalités qu'on doit considérer puis qui sont un peu opposées. Puis c'est très important d'être conscient de ces réalités-là. Donc, la première, les informations pertinentes vont changer d'alerte en alerte. Donc, pour 2 alertes antivirus données, ce ne sera pas tout le temps les mêmes informations qui vont être utiles pour déterminer si c'est un vrai ou un faux positif. Donc, là, par exemple, dans cette alerte-là, ça pourrait être c'est quoi le file name, puis c'est quoi, par exemple, le domaine
weird qui a été accédé. Mais dans une autre alerte antivirus, ça pourrait être, par exemple, simplement c'est quoi le parent du processus, puis la personne, elle travaille dans quelle équipe. C'est vraiment différent pour une même alerte entre deux billets différents. La deuxième réalité, c'est que si on surcharge la page d'information, ça va beaucoup augmenter la charge mentale de l'analyste, puis ça dilue l'information réellement importante. Puis ça, c'est un peu invisible comme problème, parce que si tu montres trop d'informations à quelqu'un, la personne ne va pas nécessairement réaliser qu'elle va pas, que l'information est diluée et que sa charge mentale augmente. Mais si tu montres trop d'informations à quelqu'un, pas mal tout le temps, c'est beaucoup plus difficile de cerner c'est quoi qui est important pour quand tu fais une investigation. Donc, pour ça, on a deux pistes de solutions pour essayer un peu de cohabiter avec ces réalités qui ne sont pas très, très le fun à dealer avec. La première est limiter l'information utile à 95% des cas. Donc, si tu veux présenter de l'information comme contexte directement dans le biais sans que l'analyste ait à rien chercher, limite à environ 95% des cas. Donc, si, par exemple, pour les alertes antivirus, tu peux poker l'API de ton EDR puis il te montre 50 informations différentes. Tu as comme 50 champs dans un gros JSON. Qu'est-ce que tu montres à l'analyste? Si tu réfléchis un peu à qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est important surtout dans 19 cas sur 20, 95% des cas, tu vas peut-être descendre à 10, 15 champs d'informations. Les 40 autres, discard-les. Si l'analyste en a besoin, il ira les chercher manuellement. Mais pour 95% des cas, c'est seulement 10, monte-en 10. La deuxième solution, c'est de mettre en évidence des informations anormales. Donc, dans quelques exemples que je vais vous montrer plus tard, j'utilise beaucoup la couleur pour que l'information qui semble anormale soit relevée facilement. J'aime beaucoup aussi utiliser les emojis pour faire cette mise en évidence-là. Donc, petite pause d'eau. Donc, dans le SOAR d'IBM et dans beaucoup d'autres SOAR, il y a une capacité qui s'appelle les artefacts. Donc, les artefacts, en gros, c'est très, très simple. C'est une valeur avec un type. Tu peux également y mettre une description. Puis, la fonctionnalité la plus intéressante de ça, c'est le Related Incident Count. Donc, ça va compter il y a combien d'incidents avec le même artefact. Puis quand tu es un analyste et que tu reçois une alerte, bien, une des premières choses qui va t'intéresser, c'est est-ce que, par exemple, cette machine-là a déjà levé des alertes dans le passé? Puis en allant regarder ces alertes-là, bien, tu pourrais te rendre compte que, ben oui, en effet, hier, la même alerte a levé, mais ça a été investigué par mon collègue, puis on ne s'était pas parlé. Ou la dernière alerte date de 2 ans, mais il va falloir que je fasse une investigation correctement et en rigueur. Ce qui est le fun de ça, c'est qu'on peut faire de la contextualisation sur l'ajout de ces artefacts-là. Donc, par exemple, pour garder l'alerte antivirus que j'ai montrée, ça concernait un laptop spécifique. Quand un artefact de nom de machine est ajouté, on a une automatisation qui va aller chercher cette machine-là, elle appartient à qui? Puis on va aller chercher les informations dans Active Directory sur cette personne-là, puis on va les présenter à l'analyste comme ça. Donc, pour cette information-là, par exemple, pour le user, on voit que José Gagné est une développeuse dans l'équipe indicateur de performance. Donc, simplement en ayant l'information de la machine qui a levé l'alerte, on est capable d'aller récupérer de l'information sur la machine, elle appartient à qui. Puis ça peut donner des informations super utiles à l'analyste qui va regarder ça sans même que lui ait à aller la chercher. Autre chose qu'on peut faire, par exemple, des recherches sur VirusTotal quand tu ajoutes des artefacts ici d'adresse IP, d'URL, de domaine et également de hash, par exemple. On peut faire une recherche sur VirusTotal, puis sans que l'analyste ait à lui-même aller chercher. Tu vois un beau tableau ici de tout ce qui a été cherché. Tu vois un lien sur VirusTotal si tu veux aller voir tous les détails. Donc, on ne montre pas tous les champs, seulement ceux qui sont pertinents. Pertinents dans 95% des cas. Puis on voit ici 0 malicieux sur 90, puis ils sont tous en vert parce qu'ils sont tous à 0 malicieux. Mais s'il y en avait eu 1 malicieux, 2 malicieux, ça aurait été en jaune. Puis s'il y en avait eu plus que, si je ne me trompe pas, c'est 5 malicieux, ça aurait été en rouge. Donc l'information, si l'analyste rentre là-dedans et qu'il voit que tout est vert sauf une ligne qui est rouge, bien, ça saute aux yeux. Puis il y a beaucoup plus de chances qu'il trouve l'information de ça, c'est pas nécessairement malicieux, mais au moins d'intérêt.
Oui, Coquine 22. Donc, les menaces par courriel, donc l'équipe phishing dans notre SOC, on fait affaire avec un tiers et ce tiers-là, il reçoit tous les courriels qu'on signale et il va les regarder, des fois c'est automatique, des fois c'est manuel et il va donner un verdict. Donc, est-ce que c'est malicieux ou pas? Et quand c'est malicieux, là, ça va nous ouvrir un billet dans le SOAR. Et c'est super intéressant parce qu'il nous donne plein d'informations super riches par API. Par exemple, un screenshot du courriel. Donc, dans le billet directement, tu l'ouvres, tu peux voir le courriel à quoi il ressemble. Donc, on voit que coquine22@commercial.hotmail.com vous a envoyé un fichier partagé. Puis, notre tiers a dit que c'est du phishing O365. Donc, quand tu cliques là-dessus, tu es invité à rentrer tes creds comme si c'était la page de login de Microsoft. On voit ici en haut qu'il nous fournit également, c'est quoi les URL malicieux. Donc, sans même qu'on aille aller chercher nous-mêmes, le tiers nous a donné, on peut récupérer ça par API, on peut les ajouter comme artefacts et quand on les ajoute comme artefacts, il y a une recherche qui est faite pour voir si, dans notre proxy web, on a eu des navigations vers ce domaine-là. Puis là, on voit qu'il y en a eu. On appelle ça des cliqueux à l'interne. Donc, des cliqueux, il y en a eu 2. Puis, ça a fait 23 requêtes, mais toutes ces requêtes-là ont été bloquées. Donc, sans même rentrer dans le billet, quand tu vois la liste de billets et la description, tu vois que c'est un billet d'intérêt parce qu'il y a des gens qui ont cliqué. Puis, on peut voir les détails. Donc, comme je disais, on va chercher dans le proxy web, puis on les monte dans une table comme ça. On voit qu'il y a 2 personnes qui ont cliqué, Grégory David et Diane Tremblay. Là, je ne l'ai pas montré, mais ce n'est pas la personne qui a signalé le courriel. Puis on voit qu'en effet, ça l'a retourné des 403, ça a été bloqué par notre proxy web. Donc, pas de danger pour le moment. Mais ces 2 personnes-là, on ne les connaît pas, ils n'ont pas signalé le courriel. Et ce que ça implique, c'est que d'autres courriels malicieux avec le même domaine malicieux ont été reçus. Donc, on peut aller chercher ça. Avec une intégration avec Log Analytics, dans notre cas, on utilise les courriels Exchange. On a accès aux données des courriels et donc on peut voir, par exemple, pour le même expéditeur, est-ce qu'on a reçu d'autres courriels? Puis là, on voit qu'en effet, il y en a au moins 4 ici avec le même sujet que le courriel que la personne a signalé et les mêmes liens malicieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait super souvent quand on traite ce genre de billet-là, parce que s'il y a une personne qui signale le billet, bien, il y a des bonnes chances qu'il y ait d'autres personnes qui aient reçu quelque chose de similaire. Puis, dans nos actions de réponse, par exemple, on pourrait vouloir faire des choses comme faire un recall de ces courriels-là, donc les enlever de la boîte de l'usager pour plus que les usagers puissent cliquer sur le lien malicieux. Donc, j'espère que ça vous donne un peu d'inspiration pour le genre d'automatisation qu'on peut faire pour la contextualisation. C'est vraiment le plus d'automatisation qu'on a fait chez nous, c'est de la contextualisation parce que c'est vraiment le plus important. C'est ça qui va donner le plus gros gain de temps ou le plus gros gain d'efficience rapidement. Puis c'est également ce qui est le plus visible rapidement. Donc, pour le deuxième type d'automatisation, c'est la priorisation / le triage. Donc, en gros, c'est utiliser l'information de la contextualisation pour changer la priorité d'un billet ou même le fermer automatiquement. Comme la phrase le mentionne, ça requiert d'avoir de la contextualisation parce qu'on ne peut pas changer la priorité d'un billet selon des conditions ou fermer un billet selon des conditions spécifiques si on n'a aucune information pour comparer ces conditions-là. Donc, tout le temps, la contextualisation doit venir en premier. Donc, quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec la priorisation dynamique ou du triage automatique. Augmenter la priorité d'une alerte antivirus si elle provient d'un serveur et non d'un poste de travail. Dans le cas de certains SIEM, c'est quelque chose qui est possible de faire nativement, mais dépendamment de ton environnement, ça peut être difficile de faire de façon fiable si via une contextualisation, tu peux aller poker ton antivirus, ton EDR, pour savoir si c'est un serveur ou un poste de travail normal. C'est beaucoup plus facile à faire dans le SOAR dans beaucoup de cas. Mettre une priorité critique à n'importe quelle alerte ou un serveur critique, donc un crown jewel, est ajouté comme artefact dans un billet. Ça, c'est intéressant parce que c'est possible, c'est habituellement facile quand tu as une liste de crown jewel à faire dans un SIEM, mais
en ajoutant de la contextualisation, tu vas habituellement ajouter des artefacts dans ton billet. Puis ça se peut que ta contextualisation se rende compte que même si ton crown jewel n'est pas la source directe, elle est impliquée dans l'incident. Donc, en faisant de la contextualisation, si un crown jewel est ajouté par une contextualisation, le billet va automatiquement monter en priorité critique et ça va appeler un de nos analystes pour qu'il réponde rapidement parce que cet incident-là implique un de nos serveurs très, très important. Fermer automatiquement certaines alertes de téléchargement proxy, téléchargement malicieux proxy. Donc, si l'employé a fait une recherche Google 2 minutes avant l'alerte et que tous les téléchargements ont été bloqués, on ferme. Ça, c'est un exemple vraiment spécifique à notre environnement. On avait une alerte où il y avait des téléchargements malicieux proxy, puis cette alerte-là avait un volume ingérable dans le temps. Donc, on avait environ une vingtaine d'alertes par jour, puis c'était des alertes qui étaient quand même assez longues à investiguer, puis on n'avait pas la capacité de toutes les gérer. Fait qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on devrait simplement retirer ce use case-là et ne plus investiguer aucune des 20 alertes? On s'est dit, c'est quand même intéressant une fois de temps en temps, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire le volume sans désactiver l'alerte? Puis, un des cas qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, il y avait beaucoup d'alertes que c'était des gens qui faisaient une recherche Google, voulaient télécharger quelque chose de bien légitime, mais tombaient sur un site louche ou cliquaient sur une annonce, puis se mettaient à faire une tentative de téléchargement. Cette tentative de téléchargement-là était bloquée, puis il abandonnait, il arrêtait. Fait qu'on s'est dit, c'est pas parfait, mais si on est capable d'enlever ce volume-là, on va pouvoir continuer d'investiguer les autres alertes. C'est ça qu'on a fait. Ça a réduit d'environ la moitié le nombre d'alertes qu'on investiguait sur ce use case précis-là. Donc, on a pu conserver l'alerte et pas la désactiver au complet. Même si on a fait de la fermeture automatique qui n'était pas parfaite, c'est techniquement possible qu'on rate quelque chose avec ça. Quand on pesait le pour et le contre, c'était beaucoup mieux de faire comme ça. Et finalement, déprioriser, par exemple, une alerte phishing si aucune navigation web vers le domaine malicieux n'est trouvée. Comme je vous ai montré dans la contextualisation, on a toute l'information à savoir s'il y a des gens qui ont navigué vers le lien malicieux. Donc, s'il n'y en a pas, bien, tu pourrais déprioriser le billet pour que les autres billets phishing soient plus prioritaires. Et finalement, le troisième type d'automatisation, l'automatisation de la réponse. Donc, via des actions automatiques ou ça pourrait également être manuel, ça performe des actions de réponse à une alerte de sécurité. L'action de réponse, on va donner une couple d'exemples tantôt, ça peut être relativement vague. Pour automatiser complètement, donc pour que l'action ne soit pas manuelle, ça requiert d'avoir de la contextualisation parce que tu ne pourras jamais prendre de façon fiable une décision de réponse automatique si tu n'as pas tout le contexte nécessaire pour prendre cette décision-là. À faire seulement après avoir acquis une certaine maturité avec le SOAR. Dans le fond, c'est pas mal plus flashy que la contextualisation ou la priorisation. Habituellement, quand tu te fais vendre un SOAR, c'est des use cases d'automatisation de la réponse. C'est les premiers use cases qui sont donnés par les vendeurs. C'est quand, quand une alerte antivirus lève, tu vas pouvoir network contain le post, puis ça va t'envoyer un email, puis ça va vous appeler, puis vous allez pouvoir répondre super vite. Mais en pratique, tu ne vas jamais vouloir automatiquement enlever la connexion au réseau à un de tes ordinateurs s'il y a une alerte antivirus sans qu'un humain l'aille checker avant parce que au niveau de la disponibilité de tes systèmes, c'est très, 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 très dangereux. Donc, quelques exemples d'automatisation de la réponse qu'on a fait. Je vous ai parlé des cliqueux. Donc, quand on a des cliqueux puis qu'on ne sait pas si ces cliqueux-là ont envoyé leurs creds à des liens malicieux ou on sait qu'ils l'ont fait, bien, on va resetter leur mot de passe. Donc, avant, c'était un peu compliqué. Il fallait se connecter dans une console spéciale puis créer un email nous-mêmes, puis écrire à la personne, écrire à son gestionnaire, etc. Donc, maintenant, on pèse sur un petit piton dans l'incident direct. Ça envoie un courriel à la personne et à son gestionnaire. Et une fois que c'est fait, le mot de passe est reset. Donc, et elle a des instructions pour reset son mot de passe. Je vous avais également parlé des emails similaires. Donc, dans le cas de phishing que je vous ai montré tantôt, on avait 4 courriels similaires qui ont été reçus qui n'avaient pas été signalés nécessairement. Donc, on peut faire un recall de ça facilement, directement dans le billet. Tu peux dire tous les emails qui viennent du même expéditeur
recall-moi ça. Puis on peut voir ensuite, dans le billet, c'est une image similaire à tantôt, mais on voit que des courriels ont été recall. Il y en a d'autres qui n'ont pas été trouvés, possiblement parce qu'ils ont été déjà supprimés par la personne qui l'a reçu. Celui-là, ça en est un plus récent qu'on a fait. Bloquer automatiquement des domaines. Donc, si on a l'information qu'un domaine est malicieux, comme c'est le cas avec nos courriels de phishing, on sait que le domaine est malicieux, on pourrait décider de vouloir le bloquer automatiquement sans qu'un analyste prenne la décision. C'est super important de vraiment considérer toutes les implications que ça peut avoir quand on fait ça. Tu ne peux pas faire ça, juste bloquer n'importe quoi. Ça se pourrait que, par exemple, le tiers se trompe et ils disent que google.com est malicieux. Donc, on a quand même des vérifications qui sont faites avant pour valider que, par exemple, le domaine a été accédé par, je sais pas, moins de 50 personnes dans les 7 derniers jours. Si c'est le cas, parfait, bloque-le. Le danger est beaucoup plus faible. Critical AD Security Enable Group Membership Modified, ça c'est le nom d'un use case qu'on a depuis très longtemps chez nous. Il est super simple. Dans le fond, quand tu as un groupe super important dans Active Directory que quelqu'un est ajouté dedans, par exemple domaine admin, on veut le savoir parce que c'est un groupe qui est critique, qui a des droits super grands et dans le temps normal, ce n'est pas supposé d'arriver souvent. Turns out, quand tu es dans une grande entreprise, ça arrive souvent que des administrateurs Windows veulent se donner ces droits-là. Donc, on avait un peu un problème parce que c'était un use case qui levait relativement souvent. Puis on devait aller trouver c'était qui. On n'avait pas le contexte, on devait aller trouver c'était quoi les détails. Donc, tout ce qu'on avait là, on devait le trouver, on devait écrire à la personne, dire « Hey, t'as fait ça, c'est-tu normal? » Parfois, on devait écrire à leur gestionnaire si on n'était pas trop sûr que c'était normal. On devait attendre leur réponse, mettre leur réponse dans le billet, fermer le billet, etc. Puis 2 jours plus tard, la même chose se reproduisait. C'était un use case qui n'était vraiment pas le fun à traiter. C'était très, très répétitif, très, très plate comme travail. Fait que ça en est un des premiers qu'on a automatisé. Donc, on a récupéré le contexte en premier, comme vous pouvez voir. On a fait une automatisation qui trouve c'est qui le propriétaire du billet. On leur envoie un courriel, puis leur dit « Hey, salut, ça c'est arrivé, c'est-tu normal? Si oui, clique là-dessus, dis-nous pourquoi, et on va fermer le billet tout seul. Si c'est pas normal, clique là-dessus, puis ça va nous appeler, puis on va répondre très rapidement. Si tu ne nous réponds pas d'ici 1 heure, ça va nous appeler, puis on va te demander pourquoi. Puis quand tout se passe bien, l'incident est fermé normalement. Donc, dans plus de 90% des cas, dans notre cas, maintenant, les propriétaires des groupes critiques, ils vont répondre. Ils vont dire « Oui, c'est normal » avec une justification. Dans certains cas, ils ne vont pas répondre. On va investiguer manuellement. Mais on a sauvé vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis, on était vraiment contents quand on a fait cette automatisation-là. Donc, je vous ai montré plein d'exemples de belles automatisations à faire. C'est quelque chose qui requiert vraiment beaucoup d'efforts. Nous autres, ça fait près de 3 ans qu'on a un SOAR, puis on a mis vraiment beaucoup de dizaines et de centaines d'heures dans le développement de ces automatisations-là. Donc, ça soulève la question, qui devrait faire ce développement-là? Je vais vous proposer 2 options. Donc, l'option 1, c'est le modèle client-fournisseur, donc une équipe de projet qui est hors du SOC. Donc, le fournisseur va prendre les besoins du client, qui est le SOC, et qui va développer les automatisations et les intégrations. Les avantages de ça sont assez clairs. La séparation des responsabilités est évidente. Donc, le client peut se concentrer sur ses opérations, le SOC, donc défendre la business, et les développeurs peuvent se concentrer sur écrire du code et faire des automatisations qui vont bénéficier aux clients. Par contre, il y a des avantages qui ne sont pas tout le temps évidents. Les développeurs, ils ne connaissent pas la réalité de c'est quoi un SOC, c'est quoi travailler dans un SOC, quel genre d'automatisation sont pertinentes. Ils vont bien connaître la plateforme, donc ils vont savoir exactement tout ce qui est possible de faire, mais ils n'auront pas nécessairement les idées ou la créativité de les faire. Inversement, le SOC, ne connaissant pas toutes les capacités de la plateforme et comment le développement se fait,
n'a pas nécessairement, ne sait pas nécessairement tout ce qui est possible de faire avec la plateforme et donc ne va pas nécessairement penser à toutes les automatisations qui sont possibles de faire. Donc, c'est un genre de travail en silo. Puis, si la communication n'est pas excellente entre les deux groupes, bien, ça limite beaucoup la créativité et l'innovation qui est possible de faire avec la plateforme SOAR. L'option 2, modèle autosuffisant. Donc, des gens du SOC s'occupent et du développement des automatisations et de leur job de SOC normal, donc développer, protéger la business. Donc, les avantages de ça sont très évidents aussi. Les développeurs vont savoir exactement ce dont ils ont besoin. Donc, c'est les utilisateurs de ce qu'ils développent. Puis, habituellement, quand tu es un utilisateur de ce que tu développes, c'est beaucoup plus facile de penser à quel genre d'automatisation tu voudrais, ce serait quoi les plus prioritaires, etc. Puis tout ce qui est possible. Et donc, en ayant connaissance du travail dans un SOC et des capacités du SOAR, l'outil a plus de chances d'être utilisé à sa pleine capacité. Il y a quand même d'autres désavantages qui sont un peu le contraire. C'est que le développement d'automatisation relève maintenant du SOC et ça ajoute des responsabilités au SOC. Je ne sais pas pour vous, mais la majorité des SOC à qui je parle sont déjà débordés, donc ce n'est pas une solution qui est réaliste dans beaucoup de cas. Et ça requiert des connaissances de programmation au sein du SOC. Donc, ce n'est pas donné à tous les centres d'opération de sécurité. Ce n'est pas tout le monde qui sait programmer, puis c'est normal. Donc, quelle option est la meilleure? Bien, la réponse est un peu plate, mais ça dépend. Tu as beaucoup de questions à te poser. Donc, c'est quoi le SOAR que vous utilisez? Est-ce que vous avez besoin de développer des intégrations ou pas? Là, je n'ai pas fait la distinction, mais des intégrations, c'est un peu des connexions avec d'autres systèmes. Fait que, par exemple, une intégration avec, par exemple, Active Directory, ce serait aller récupérer les informations d'un utilisateur, faire l'action de reset un mot de passe. Et les automatisations utilisent des intégrations pour orchestrer un peu le tout, présenter les données, etc. Donc, est-ce que tu as besoin de développer des intégrations ou pas? Dans le cas du SOAR d'IBM, il y a beaucoup d'intégrations qui étaient fournies, mais dans la majorité des cas, ils n'étaient pas adéquats pour notre environnement ou il manquait des fonctionnalités importantes. Donc, dans la grosse majorité des cas, on a dû développer nous-mêmes ces intégrations-là, ce qui prend beaucoup d'efforts. Est-ce que le SOAR supporte le low-code ou no-code? Donc, le SOAR d'IBM, de plus en plus, mais il ne supporte pas tant que ça. Donc, si tu ne connais pas le Python, tu es vraiment limité dans ce que tu peux faire dans le SOAR. Il y a certains SOAR que, même si tu ne connais pas le Python, tu peux faire pas mal n'importe quoi. Donc, la barrière d'entrée est un peu plus basse, selon l'outil choisi. Autre question à se poser, est-ce que tu as assez d'employés dans le SOC pour développer en même temps que les opérations quotidiennes? Comme j'ai mentionné, pour beaucoup de SOC, ce n'est pas le cas, donc l'option 1 est la seule option qui est valide. Cela dit, c'est parfois possible de mélanger les deux, ça n'a pas à être blanc ou noir. C'est un peu ce que nous autres, on a fait. Dans le fond, la formule qu'on a choisie, c'est que le SOC, on a mis beaucoup d'efforts pour développer les automatisations, mais dans la majorité des cas, les intégrations étaient développées par une équipe sur le côté. Donc, si on dit on aimerait ça s'intégrer avec Microsoft Exchange, bien, c'était une équipe sur le côté qui faisait ces fonctions-là pour qu'ensuite on puisse les utiliser comme automatisation. Étude de cas. Donc, on va parler un peu de comment ça s'est passé pour nous autres avoir un SOAR dans les 3 dernières années. Donc, préambule, désolé pour le masking un peu laid, j'ai réalisé qu'il y avait des informations identifiables. Donc, on avait Archer SecOps, qui est une billetterie complètement merdique. Je ne le recommande à personne. Puis on travaillait là-dedans à chaque jour. Vous pouvez voir, là, c'est des petites textbox. Puis on avait développé une petite console à côté, un outil qu'on appelait Toolbox. Puis on faisait de la contextualisation, un peu comme c'est l'ancêtre de notre SOAR, manuellement. Puis on mettait l'information ici là, dans des petites tables de même. Puis il fallait le consulter dans un textbox qu'on ne pouvait même pas recadrer. C'était vraiment pas nice. Donc, on était un peu pogné avec ça. Donc, en mars 2021, quand on a passé à quelque chose qui était plus semblable à une vraie billetterie, où comme au moins il y avait des considérations de comment tu présentes l'information. Tu pouvais la présenter de plusieurs façons. Tu avais le concept d'artefact. On était comme, wow, c'est vraiment nice. Puis en plus, on peut développer dedans. Donc, en 2021, on s'est vraiment concentré sur la contextualisation. On a ajouté de la contextualisation à nos alertes les plus communes.
Donc, des infos de base, l'ajout d'automatique d'artefacts pour que tu puisses facilement relier plusieurs billets entre eux et des recherches automatisées sur plusieurs de nos use cases. On a plusieurs dizaines de use cases, donc ça représentait quand même une très grosse charge de travail. Ajout de contextualisation basique ou comme globale sur les artefacts. Donc, je vous ai mentionné tantôt, quand on ajoute un poste de travail, bien, à qui ça appartient, c'est ajouté. Ensuite, l'information est récupérée dans l'AD, etc. On a codé ça. On a codé, par exemple, un lookup DNS. Si tu ajoutes comme artefact google.ca, bien, ça va te dire c'est quoi l'adresse IP de Google. Les scans virus total, également des recherches Whois, des recherches dans notre agrégateur d'IOC pour savoir si c'est un IOC qui est connu de nos feeds, etc. On a fait un peu de priorisation, triage sur les alertes les plus bruyantes pour faire des fermetures automatiques. Comme j'ai mentionné, les téléchargements malicieux proxy et la recherche Google, c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement parce que sinon, on devait juste désactiver le use case. On a fait un peu d'automatisation pour la réponse pour nos alertes facilement automatisables, donc le Critical AD Group Modified que j'ai parlé tantôt. 2022. On a encore amélioré nos contextualisations. On en a fait un peu plus poussées. Donc, ajout de contextualisation plus avancée comme la prévalence de binaires ou de domaines dans notre environnement. On avait un système à côté où on faisait du data science avec nos données EDR pour justement avoir un peu un baseline de ce domaine-là. Il a été vu sur combien de machines? Il a été vu pour quand la première fois? Il a été vu par quel, il a été query par quel binaire, etc. Fait que c'était de l'information super riche, mais qui était dans une console à côté qui était un peu awkward à aller chercher. Donc, les analystes savaient que l'information était là, mais ce n'était pas leur premier réflexe d'aller la chercher parce que c'était pas le fun à aller chercher, même si l'information était super riche. Donc, en ajoutant ça directement dans le SOAR, l'information est là, l'analyste n'a pas à aller la chercher, puis il va pouvoir faire des pivots super intéressants sur ces investigations-là, sans même qu'il aille à penser d'aller la chercher. On a ajouté des patrons, donc des templates d'analyse sur certaines alertes. On ne peut pas automatiser tout. Donc, il y avait quand même certaines alertes qui étaient un peu répétitives. C'était tout le temps la même affaire. Donc, pour éviter que les analystes aient tout le temps à réécrire la même chose et pour un peu standardiser nos analyses, on a ajouté sur certains types de billets des templates que l'analyste peut juste modifier puis mettre l'information qui est importante. Alors, on a augmenté la cadence de développement d'automatisation de la réponse, donc des actions manuelles. C'était pas mal tout manuel en 2022 pour le recall de courriel, bloquer des adresses IP au périmètre, bloquer des domaines dans le proxy web et faire des resets de compte AD. Et on a amélioré les fermetures automatiques et la priorisation dynamique. Donc, à la fin de 2022, entre 25 et 100 alertes sont fermées automatiquement chaque jour sans intervention d'un analyste. Pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à d'où est-ce qu'on partait avant qu'on aille le SOAR, on avait environ 50 à 70 alertes par jour. Notre SOC a grandi depuis, donc on a plus d'employés, on a beaucoup plus de use cases, donc on a quand même plus de capacité, mais une bonne partie de pourquoi on est capable d'avoir autant de volume, c'est qu'on est capable d'en fermer beaucoup automatiquement aussi en faisant des vérifications automatiques. Et finalement, ça nous amène en 2023, cette année. La contextualisation, on continue de la faire parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau use case, il faut qu'on en fasse. On améliore les anciennes qui n'étaient pas nécessairement au goût du jour, etc. Et on a commencé un peu à faire de l'automatisation complète de la réponse. Donc, ce que je vous ai mentionné, là, le blocage automatique de domaines malicieux dans les courriels de phishing, c'est quelque chose qu'on a fait très récemment. On fait également un blocage automatique de l'expéditeur dans certains cas. Donc, si on sait que l'expéditeur n'a pas envoyé beaucoup de courriels, par exemple, et l'expéditeur est rare, on va le bloquer pour 60, 90 jours, parce que ça se peut que ce soit juste un compte compromis, puis que dans une semaine, il soit correct. Donc, ça nous a pris quand même plus de 2 ans et demi avant de commencer à faire des automatisations de la réponse. Ce que les vendeurs souvent vont vous dire, « Ah oui, quand tu as un source, c'est vraiment ça que tu vas vouloir faire, c'est vraiment flashy. » Mais dans notre cas, c'est vraiment quelque chose qui arrive plus tard quand les trucs un peu moins flashy, comme la contextualisation, sont faits correctement en premier.
Donc, 3 ans de SOAR, bilan. En premier, on a des nouvelles responsabilités. Le développement et le maintien d'automatisation, c'est une responsabilité qu'on n'avait pas v'là 3 ans, qu'on a décidé de prendre parce qu'on voulait vraiment avoir le contrôle de comment on développe nos automatisations. On ne le regrette pas, mais c'est quelque chose qu'on doit considérer quand même à chaque jour dans nos opérations. Réduction drastique des actions manuelles d'investigation par nos analystes. Donc, les analystes, dans la majorité des cas, quand ils vont rentrer dans un billet, il y a beaucoup, beaucoup moins de tâches répétitives ou de recherches manuelles qui sont tout le temps à faire, qui doivent faire, sont habituellement faites pour eux. On a beaucoup augmenté notre couverture de détection. Donc, comme je l'ai dit, on a vraiment beaucoup plus de use cases qu'avant. On surveille, notre couverture a vraiment été élargie. Puis, l'efficience qu'on a gagnée avec les automatisations est en partie attribuable à cette augmentation de notre couverture de détection-là parce qu'on a un contrôle de nos opérations qu'on n'avait pas avant d'avoir des automatisations qui étaient abondantes. Et beaucoup de nos employés dans le SOC peuvent maintenant se concentrer sur d'autres tâches qu'analyser des alertes. Par exemple, faire du threat hunting, de la création de logiques de détection, suivre des formations, pratiquer la réponse à l'incident. Donc ça, selon moi, humainement, c'est vraiment, dans un SOC, c'est vraiment le plus grand gain. On a un super bon contrôle de nos opérations. Donc, si on perd 2 personnes, par exemple, partent en formation, quelqu'un quitte, quelqu'un est malade, c'est plus autant dramatique que ça l'était avant parce qu'on a le contrôle de nos opérations et les employés peuvent se concentrer sur d'autres tâches du SOC parce que travailler dans un SOC, ce n'est pas juste analyser des alertes, il y a vraiment beaucoup d'autres responsabilités. Et depuis début 2022, donc on ne les comptait pas avant, donc seulement depuis début 2022 qu'on compte ça, on estime à 8,5 employés temps complet, donc des FTE, la productivité / capacité qu'on a créée par les automatisations du SOAR. Là, partez pas à interpréter n'importe comment cette statistique-là. Ça peut sembler beaucoup, ça peut sembler vraiment peu. Ça ne veut pas dire que si on n'avait pas d'automatisation, on aurait 8,5 employés de plus. Ça ne veut pas dire que si on nous enlève le SOAR, on va falloir engager 8,5 employés de plus. Dans le fond, on essaye d'estimer l'efficience gagnée en quelque chose que les gestionnaires comprennent, donc des employés temps complet. C'est imparfait comme métrique, mais ça représente quand même une tendance que faire correctement des automatisations, c'est quelque chose de payant pour l'efficience en général de ton centre d'opération de sécurité. Donc, en résumé, avoir un SOAR, très bénéfique pour un SOC, je le recommande. Mais ça requiert beaucoup de travail pour maximiser les bénéfices. Donc, comme je l'ai dit, on a passé des centaines d'heures, nous autres, à développer ces automatisations-là. C'est super payant. On a sauvé beaucoup plus que des centaines d'heures à cause du développement qu'on a fait. Les gens du SOC devraient pouvoir contribuer aux automatisations. Comme je vous ai mentionné, si vous pitchez ça à une équipe à côté qui ne sait pas comment ça fonctionne un SOC, c'est quoi la réalité, vous n'aurez pas les mêmes idées, vous n'aurez pas les mêmes opportunités. Donc, c'est vraiment important. Peu importe le modèle choisi pour le développement, il faut impliquer les gens du SOC pour qu'ils puissent proposer, qu'ils puissent participer au développement de ces automatisations-là, même si ce n'est pas directement en développant du code. Contextualisation, ensuite priorisation, ensuite automatisation de la réponse. C'est vraiment dans cet ordre-là que ça devrait être fait. Priorisation, triage, c'est super payant, mais tu ne peux pas faire ça avant la contextualisation. La contextualisation, tout seul, c'est super payant. Quand l'analyste rentre dans un billet et que 80-90% de l'information est là, ça y sauve vraiment beaucoup de temps. Ça peut y montrer l'information qu'il aurait ratée, qu'il n'aurait pas nécessairement pensé à aller chercher lui-même, et ça réduit les erreurs. Et l'automatisation de la réponse, très, très cool, mais vraiment à faire en dernier parce que c'est soit le moins payant en efficience, soit super dangereux. Si tu le fais trop tôt, il y a de bonnes chances que tu fasses des erreurs. Et bien réfléchir à comment on montre la contextualisation, c'est important. J'en ai parlé un peu au début. Faut pas overloader l'analyse d'informations. C'est pas parce que tu peux plugger un système avec le SOAR que tu devrais le plugger. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux montrer une quantité d'informations suffisante à l'analyste pour que ce soit utile dans son investigation ou utile pour de la priorisation sans nécessairement overloader ou y donner trop de charge mentale, ce qui ferait plus d'erreurs.
Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois une question ici. Ouais, un peu plus fort, s'il te plaît. C'est une excellente question. Puis, en fait, je l'ai un peu mentionné dans ma première slide. Si tu augmentes en efficience, techniquement, tu peux utiliser cette efficience gagnée-là de deux façons. Tu peux soit augmenter ta capacité de détection ou ta couverture de sécurité ou de réduire tes coûts. Cela dit, si tu décides de réduire tes coûts, le calcul devient un peu débalancé. Fait que si tu coupes c'était-tu 8.5 que j'avais dit? C'était 8.5, ça. Si tu coupes 8.5 employés, tes automatisations deviennent moins utiles aussi parce que tu as comme moins d'employés pour en profiter. Tu peux plus traiter la même quantité de billets. Fait que ça débalance un peu l'équation. Fait que c'est vraiment super important de cadrer ce chiffre-là pour dire justement, ça veut pas dire coupe ou ajoute 8.5 employés temps complet. C'est quelque chose qui est parlant, mais en même temps, c'est super dangereux à interpréter. Puis il faut pas juste dire c'est l'équivalent de 8.5 employés en personne. C'est en efficience gagnée, puis c'est débalancé aussitôt que la taille de ton SOC change. Oui? Excuse, j'entends pas. Oui? De mettre quoi? OK, donc la question c'est, est-ce que ce serait une bonne idée de faire, par exemple, un blocage automatique dans le SOAR en détectant des patterns dans un nom de domaine, par exemple? Exactement. Personnellement, je ne le ferais pas. J'aurais très, 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 très peur. Je me rappelle une journée où un de mes camarades analystes a bloqué le site d'AWS, puis ça a causé un peu la pagaille. Donc, les actions automatiques, comme j'ai mentionné, c'est super important de mettre beaucoup de safeguards. Les safeguards qu'on met, nous autres, qu'on a mis pour le blocage automatique, c'est, premièrement, ça doit venir d'un tiers à qui on fait confiance, qui peut faire des erreurs, mais à qui on fait généralement confiance. Et deuxièmement, on fait des vérifications nous-mêmes pour s'assurer que le site web, c'est pas un site web qui est accédé par plein de personnes. Donc, si le site web est accédé par plus que comme X personnes, bloque-le pas parce que ça se peut que tu aies un impact. S'il est accédé par comme une personne, ça se peut que ce soit une personne qui a cliqué sur le lien malicieux. Donc, bloque ça. Donc, je dis pas non right away, mais c'est super important de mettre des safeguards parce que la personne qui est imputable de ça, ça va être la personne qui va développer l'automatisation. Puis, en tant que personne qui développe les automatisations, je fais vraiment attention à ne pas être imputable de causer le business qui tombe à terre. Oui. Une question dans la même lignée. Oui. Si c'était une détection, par exemple, d'agence officielle, Oui. l'EDF nous donne le statut qu'il y a un agence officielle qui a détecté 300 ans. Il y a un petit pourcentage qui se trompait aussi, mais on prend pour acquis qui dit la vérité. Donc, est-ce que ça pourrait quand même justifier une automatisation qui on isole Je te dirais, c'est quelque chose de notre côté qu'on regarde un peu constamment, mais même pour notre EDR, comme j'ai dit, on a plus de 70 000 machines, puis des fausses alertes antivirus liées à des rançongiciels,
on en a plus que des vrais rançongiciels. Hein? On s'est pas fait rançongicieler, mais des alertes de rançongiciel, je te dirais qu'on en a à chaque mois. Fait que ça va dépendre de ton environnement, ça dépend aussi d'autres facteurs c'est quoi un peu la criticité de ton serveur ou de ta machine. T'sais. Si c'est une machine d'un seul employé, ben peut-être que c'est pas dangereux de le bloquer 10 minutes le temps qu'un analyste aille regarder ça. Cela dit, c'est vraiment important de réfléchir à tout ce qui peut arriver de pas correct parce que quand tu développes des automatisations, tu te rends compte que c'est compliqué les ordinateurs. Puis il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver sur une machine. Puis c'est difficile de lister toutes les choses légitimes, mais qu'un antivirus ne dirait pas que c'est légitime, qui peuvent arriver. Fait que je ferais très, très, très attention à ce genre de cas-là. Je dis pas que c'est impossible, mais nous autres, ça fait justement 3 ans, là, parce que quand on a eu le SOAR, ben, on s'est fait dire « Ah oui, la réponse automatique en cas de rançon logiciel, c'est vraiment, vraiment nice. » Mais comme à chaque fois qu'on y réfléchit, on est comme « Oui, mais si ça arrive, là, on est vraiment dans la merde. » Puis on est encore trop chicken pour faire ces automatisations, ces automatisations de la réponse-là. Oui? Oui, j'entends pas bien. C'est possible de se rapprocher? La question, est-ce que le SOC peut bloquer n'importe quoi? Ou? Oui. Avant d'avoir eu la permission de développer ces automatisations-là, fallait que notre équipe, le SOC, ait la permission de faire ce blocage-là, puis que justement soit déterminé qui est imputable en cas d'erreur, comment est-ce qu'on résout ces erreurs-là, etc. Fait que oui, j'en ai pas parlé, mais c'est des considérations qu'il y a à avoir quand tu réfléchis aux actions de réponse que tu peux poser, puis surtout quand ces actions-là sont automatiques, c'est qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien, qui est imputable, quel genre de safeguard tu peux mettre pour que les erreurs n'arrivent pas. Puis oui, des fois, ça implique des gestionnaires beaucoup plus hauts parce que c'est pas tout le temps des simples employés comme moi qui peuvent être imputables de ce genre de trucs-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci à tous.